nous avons juste eu le temps de manger quelques pâtes de Barbara que nous avons mis là, d'ailleurs un plat, hein. Chacun pourra se servir, chacun, c'est-à-dire vous, Diane, rebonjour. Mais c'est très dangereux comme plat. Je pense, on le met là à chaque fois, bien tous les jours. Bien que je sois en rouge. Le plat de midi à chaque fois. Et puis bien sûr, hein, Cyril Ganac, bonjour. Vous êtes gérant d'un garage moto. À côté de vous, Frédéric Velloutine, vous êtes créateur de Innovelli. Ouais. Une innovation très très sympathique qui va vous rendre célèbre dans le monde entier, théoriquement. Pour l'instant, je l'espère. Pour l'instant, vous êtes sur le plateau d'INSEE, voilà. mais c'est pas dit que vous y reveniez un jour. Hein. J'espère. Et puis Emmanuel Pierre, le directeur de l'incubateur de Corse. Ça va, Emmanuel? On rappelle ce que c'est que l'incubateur, quand même, pour ceux qui ne suivraient pas avec assiduité INSEE. Mais... Oui, l'incubateur, c'est un ensemble de services qui sont apportés à des créateurs d'entreprises. Et l'idée, c'est effectivement de les aider en interne avec une équipe resserrée, certes, mais impliquée. Et également, on dispose d'une enveloppe budgétaire qui est financée par la collectivité territoriale de Corse et l'État pour faire appel à des prestations externes, à des prestataires externes qui vont concourir à l'émergence du projet. À condition que ce projet soit innovant. À condition, effectivement, que ce projet soit innovant. Et donc, le projet de Frédéric était vraiment innovant, donc vous l'avez incubé. Exactement. Allez, on va expliquer tout ça tout à l'heure, mais avant cela, on débute la semaine comme une émission, comme chaque émission avec vous, Diane. Hein? Oui. C'est à vous tout de suite. Et oui, nous sommes le 19 mars. Alors, nous débutons avec une date qui nous ramène à très très loin, puisque je pars avec moins 721 avant Jésus-Christ, un 19 mars, ce qui me paraît assez improbable, mais bon. Ouais. C'était la première éclipse solaire enregistrée. Donc j'ai voulu en savoir plus, ça a été rapporté à Babylone. Or, si vous allez au British Museum de Londres, il y a un petit fragment de tablette, immatriculé 340093, sur lequel il est écrit qu'il y a bien eu une éclipse de soleil, mais en moins 322. Alors je ne sais plus, mais du moins, la première éclipse de soleil, c'était au premier millénaire avant Jésus-Christ. D'accord. Voilà. Et donc ça a été observé à Babylone au coucher du soleil. C'est juste la date qui m'a posé problème. Il y avait les jardins suspendus de Babylone, une des 7 merveilles du monde. On continue avec 1943. Nous sautons les siècles et les époques. Avec, en 1943, le 19 mars, Fred Scamarone qui se suicide dans sa cellule pour ne pas révéler à ses tortionnaires italiens les secrets et des informations de première importance qu'il connaissait, qu'il savait. On va envoyer un timbre à son effigie. Il était né à Ajaccio en 1914. Il est mort donc dans la citadelle d'Ajaccio. On voit encore sa cellule. Et il reste avec Jean Moulin le plus important membre du corps préfectoral engagé dans la résistance. Nous continuons avec le 19 mars 1950 et Yves Montand et Simone Signoret ainsi que de nombreux Français qui vont signer l'appel de Stockholm. Quel était cet appel? Eh bien, il était lancé par les partisans de la paix contre quoi? Eh bien, contre la bombe atomique. Et il va y avoir quand même 3 millions de signatures en France. Et était affirmé dans ce traité la chose suivante. Nous considérons que le gouvernement qui, le premier, utiliserait contre n'importe quel pays l'arme atomique commettrait un crime contre l'humanité. On connaît la suite. Mais à cette époque, ça a eu un engouement terrible. Il y a eu 150 millions de personnes dans le monde qui ont signé ce traité. Et c'est à cette occasion que Picasso a dessiné ceci. Regardez. On va le voir. Colombe. La colombe, c'est à l'occasion de ce traité exactement, je ne le savais pas. Voilà la colombe avec son petit brin d'olivier. Nous continuons avec 1962, maintenant toujours le 19 mars, c'était un jour après le cessez-le-feu en Algérie, la signature, c'était le cessez-le-feu pardon en Algérie puisque la veille il y avait eu les accords d'Évian. Voilà, donc là on voit je crois un article de presse de l'époque. Il n'a pas vraiment cessé le feu d'ailleurs. Hein. Voilà, et justement, Charles de Gaulle va annoncer à l'ORTF ce cessez-le-feu et la tenue prochaine d'un référendum. On se rappelle du score du référendum, quand même 90% de oui. Ce qui nous permet de dire qu'à partir de demain, nous sommes en pleine semaine algérienne. Voilà. Hein, sur Viasté, là bien sûr, il y a des documentaires, il y a des films sur l'Algérie. Et puis nous, demain et après-demain, nous allons consacrer INSEE mais aux relations corso-algériennes. Donc rendez-vous demain, hein, on va parler d'histoire, on va parler d'associations. Bref, dans INSEE mais à l'heure de l'Algérie. Alors, nous continuons avec le 19 mars, c'est hier a Ajaccio, un po' amica scordami di que posto che a Madonuccia, Sofala di Numarosi, in Carudi da Iacini, anche io c'era un Vous y étiez, vous, messieurs? Tiens, vous étiez à la Madonouch? Non, non, c'est mon anniversaire, c'est pour ça. C'était la Mais
Voilà, et bien pourquoi je parle de la Madonnouche? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas fini. Là, on voyait Saint-Joseph qui est apparu à l'écran. Aujourd'hui, c'est la Saint-Joseph. Et donc, c'erano in Carugi c'erano gli aiacini, ma oggi ci sono i bastiaci. Et dans le quartier de Saint-Joseph, ça da ganta, ça da prega, et ben ça da mangia i panzarotti. Alors, je bisque. Voilà. Nous continuons. Parce que je voulais dire d'ailleurs que la Saint-Joseph, c'est en 1621 que le pape Grégoire XV va élever cette fête au rang de fête d'obligation. Fête d'obligation. Fête d'obligation, voilà. Et puis pour terminer, je crois, oui, c'est ça, le 19 mars avait été décidé en 2005 que ce serait bien sûr la journée mondiale d'action contre la guerre d'occupation en Irak, qui était appelée communément Operation Iraqi Freedom. On voit. Ouais, bon, c'est une journée qui est totalement tombée en désuétude peu après. Mais bon, la guerre d'Irak, appelée quand même, surnommée la troisième guerre du Golfe, est censée être terminée. Mais il faut rappeler ces chiffres, puisque sous couvert de vouloir libérer quand même un peuple, on a eu 100 000 civils qui ont été tués et des villes entières qui ont été saccagées. Voilà. Et Saddam Hussein. Et George Bush, il dit que lui, il le referait. Il le referait. Voilà. Il le referait. Bref, c'est bon? C'est fini. Eh ben, c'est l'heure pour nous d'accueillir notre chroniqueuse du jour tout de suite. Allez, venez messieurs, on va laisser Célia avec son invité en tête-à-tête. Nous, on va se mettre à la table. Célia, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors Célia, vous allez nous présenter l'invention de Monsieur Velloutini. Oui, enfin, pour une fois, je ne vais pas commencer tout de suite par l'innovation, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'histoire. Celle de la motocyclette. Alors, cette expression elle a été déposée en 1897 par deux fabricants français. C'est le préfet de Paris de l'époque qui a décrété que l'expression était tellement appropriée à cette nouvelle invention qu'il va en faire le terme générique, donc pour qualifier tous les véhicules motorisés à deux roues. Alors, ce véhicule à deux roues, en fait, il a été officiellement inventé en 1868 par un ingénieur français, un petit peu comme Frédéric, qui lui s'appelait Louis-Guillaume Perrault. Alors, il a inventé entre autres le bateau sous-marin à hélice, le cadenas ou encore la machine à diviser, l'évolution de la machine à calculette. Voilà, alors cette première moto, elle fonctionnait à la vapeur. Fonctionnait, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, elle n'a jamais vraiment roulé. Elle est restée à l'état de prototype. Elle était fixée sur un axe vertical et elle tournait en rond. Et le dit pilote, enfin le dit conducteur, en fait, était plus occupé à faire fonctionner le moteur plutôt qu'à piloter. Alors, ce premier prototype, c'était pas vraiment une réussite, mais en tout cas, l'idée était là. Et il va lui falloir 3 ans en fait pour perfectionner sa machine. Et cette machine, elle peut être qualifiée en fait de biturbo, puisqu'elle avait le moteur qui était accroché à la roue arrière et qui fonctionnait avec de la vapeur. Et en même temps, vous aviez un pédalier pour faire avancer la roue avant. Donc 3 ans, c'est ce qu'il a fallu également à Frédéric pour mettre au point cette fameuse poignée de motocyclette, hein, si on peut dire. La motocyclette à vapeur, elle a bien évolué et notamment grâce à vous, elle a encore de nombreuses évolutions devant elle, notamment en termes de pilotage. Mais je ne vous en dis pas davantage, je vous propose plutôt de regarder ce que cette fameuse poignée a de spécial et on en rediscute après. Jet ski, moto, quad ou encore scooter. Point commun, un guidon, plus précisément une poignée pour accélérer. Et si vous pouviez piloter avec votre pouce? C'est le principe du système de commande InnoVeli. Inno pour innovation, Veli pour Velloutini, l'ingénieur à l'origine du concept. Ce système comprend une poignée plate et une gâchette contrôlée par le pouce. L'objectif, améliorer la prise en main, le pilotage et le freinage. Une petite révolution, alors il faut casser les habitudes de conduite et réussir à s'habituer. Une prise en main facile. D'entrée de jeu, on se retrouve à l'aise, une facilité, elle est très ludique. Après, ce qui est intéressant sur le scooter, et en ville surtout, c'est qu'on peut accélérer et freiner en même temps. C'est qu'on a tout le temps 2 doigts sur le frein. C'est une question de sécurité, c'est-à-dire que je peux accélérer et en même temps, j'ai toujours mes doigts sur le frein pour pouvoir freiner rapidement s'il y a un danger, une voiture qui me coupe la route ou quelqu'un qui veut traverser. L'avantage, c'est que j'ai plus de facilité à accélérer, du fait que sur une poignée normale, en montée, je me casse le poignet.
Alors moi, quand je freine avec ma poignée classique, quand je suis en montée, je ne peux pas lever et remettre mon poignet. Donc en fait, j'ai mon poignet qui est complètement cassé. Donc là, avec ce système, avec juste l'appui du pouce, hop, je n'ai pas à bouger ma main. Et pour le freinage, c'est aussi facile. Voilà. C'est assez rapide. Franchement, c'est quand même assez intuitif. Alors, pour un scooter, je pense que ça a l'air vraiment très bien. Pour une moto, je suis vraiment plus sceptique. Mais là, franchement, la prise en main est très bonne. En 10 mètres, on a compris comment ça fonctionne et c'est très intuitif. C'est pas mal. Avoir la main. Mettez votre main de l'autre côté. Fermez-la. Fermez votre poignet. Ouais. Non, lâchez les freins. Fermez votre main ici. Le concept enthousiasme, mais c'est difficile de persuader tous les utilisateurs. Pourtant, Frédéric Velloutine a des arguments pour convaincre. 15 ans dans les sports mécaniques, 2 titres de champion du monde des rallyes chez Peugeot Sport, puis Mitsubishi Motorsport, et des années de F1 chez Jaguar, devenu Red Bull Racing. C'est vraiment comme ça où il faut vraiment que vous ayez le même niveau de blocage à droite et à gauche. Voilà. Je viens de ce milieu-là. Et effectivement, dans ce milieu-là, l'innovation est un peu l'ADN de base, c'est-à-dire qu'il faut en permanence chercher de nouvelles idées pour essayer d'être plus compétitif, d'être plus rapide, d'être plus performant. Grâce au système, le pilote conserve une parfaite symétrie du corps. Les poignets et les bras sont en alignement, il ne souffre pas des chocs. Désormais, le freinage et l'accélération prennent une autre dimension. Premièrement, c'est le 4e système au monde de poignée d'accélérateur. C'est-à-dire qu'il existe 3 systèmes dans le monde, avec celui-ci, c'est le 4e. Alors, les éléments principaux, c'est que la poignée est extrêmement sensible pour le dosage. Beaucoup plus sensible qu'une poignée tournante, par exemple. Parce que le poignet, quand on tourne avec le poignet, on est extrêmement puissant, mais on n'est pas sensible. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a recoupé avec des neurochirurgiens, c'est qu'on a énormément de sensibilité sur la poignée avec le pouce, parce qu'en fait, on a une grosse zone neuronale qui gère la sensibilité du pouce, et qui fait que donc on a une sensibilité extrêmement précise. La poignée s'adaptera au modèle existant. La commercialisation est prévue pour septembre 2012 puisqu'un partenariat a été signé avec le premier constructeur de rétroviseurs électriques, avant de s'attaquer au marché mondial des 2 roues, quad ou jet ski. Voilà, donc le marché mondial des 2 roues, moto, jet ski, motoneige, quad. Alors 3 ans de travail avant d'en arriver là, même davantage, hein. Et en fait, dès le début, ils ont été plusieurs, ils ont été très nombreux à sentir le potentiel innovant de cette poignée. On a effectivement, dès 2007, l'incubateur, l'ADEC, mais aussi le ministère de la Recherche qui, en 2009, va vous décerner le prix en fait, de l'entreprise innovante. Il y a également HEC et EM Lyon, les 2 plus grandes écoles de commerce françaises, qui ont sélectionné ce programme. Et en fait, ils sont tous bousculés pour soit vous récompenser, soit vous subventionner. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette fameuse poignée, ce fameux système de pilotage? Alors, ce qu'elle a de particulier essentiellement, c'est qu'elle dissocie l'appréhension de la commande. C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, d'une poignée de moto qui, elle, l'associe. Une poignée de moto, si vous voulez avoir une commande souple, vous allez perdre de l'appréhension puisque la poignée va tourner. Et si vous voulez retrouver de l'appréhension, vous êtes obligé d'avoir une commande extrêmement dure pour retrouver avec du ressort de rappel. Avec mon système, c'est complètement dissocié étant donné que on va pouvoir serrer la poignée très fort tout en exerçant une commande linéaire sans que ça n'altère ni l'appréhension ni la commande. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que cette poignée, au-delà d'une utilisation sur les jet skis, les quads, les motoneiges, en fait tous les véhicules à guidon, a été brevetée comme une poignée de commande pour tout type d'équipement. Ça peut être aussi bien des équipements de véhicules, voitures, bateaux, avions, ou des équipements, des freins de vélo. Si on est en train de travailler sur un système de freins de vélo. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça, les freins de vélo, de pas bien, et qu'il y aurait mieux avec votre gâchette? On appelle ça la gâchette, non? C'est un système de gâchette, tout à fait. Alors, les freins de vélo, la problématique que vous avez sur les freins de vélo, c'est que quand vous êtes en descente, vous freinez généralement avec 2 doigts. Ces 2 doigts ne participent plus à l'appréhension de la poignée, donc vous êtes obligé d'augmenter votre effort sur vos avant-bras et sur vos autres doigts pour vous tenir. Ah oui, alors que là, on aurait juste... Ah oui, on peut rester concentré et... Voilà, et en fait, plus vous avez tous vos doigts qui sont en permanence en contact sur la poignée, donc vous avez une préhension optimum, et plus vous freinez, plus vous fermez votre main.
En fait, c'est une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est-à-dire que c'est le premier système complètement convergent au monde. Une poignée de moto qui est utilisée par des millions de gens. Je vous coupe 5 secondes parce que voilà, combien de temps on met pour s'adapter à cette poignée? Puis après, vous nous expliquerez en quoi. Combien on met de temps pour. C'est une question extrêmement SMS. rapide. C'est extrêmement rapide du fait de la. En fait, c'est comme je vous l'ai expliqué dans le. C'est un phénomène neurologique, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du cerveau, des neurones qui sont dédiés à la gestion du pouce et on le sent bien qu'on a une très très forte sensibilité. Donc en fait, les gens, quand ils n'ont pas essayé la poignée, sont assez dubitatifs sur son intérêt, sur son avantage et tout ça. Une fois qu'ils sont montés dessus, en 2-3 minutes, ils ont compris le système et bon, il n'y a plus de... Et vous disiez donc que c'est la sécurité en fait, c'est pas que accélérer, c'est ça que vous voulez mettre en avant. Il y a énormément d'avantages selon les segments auxquels on va s'adresser, les utilisateurs auxquels on va s'adresser. Il y a une sécurité qui est augmentée, clairement. Il y a une performance pour les gens qui font de la compétition qui est augmentée. Il y a une ergonomie qui est différente. Il y a on va le demander au concessionnaire qui est à côté de nous, parce que vous, c'est votre invention, c'est normal que vous disiez que c'est extraordinaire. Tout à fait. Mais vous... Parce qu'on va rappeler que vous avez fait cette invention maintenant. Comment ça va se passer? C'est charge au client de venir l'adapter sur sa moto ou c'est quelqu'un comme vous qui va venir l'adapter? Alors ça, ce sera au choix du client, bien sûr. Si le client se sent assez compétent pour pouvoir monter ce système, il n'y a aucun problème qui s'y oppose. Maintenant, c'est sûr qu'il est toujours préférable d'avoir les conseils d'un professionnel pour monter ce type de mécanisme. Donc concrètement, là, Emmanuel, à partir de quand? Du mois de septembre? Normalement, à partir du mois de septembre, on aura Frédéric pourra sortir les premières pièces, puisqu'aujourd'hui, elles ne sont pour l'instant pas produites. Donc à partir du mois de septembre. Et donc accessibles aux consommateurs, qui pourra les installer directement s'il est bricoleur, hein, s'il entend en mécanique à minima, ou bien passer par un professionnel. Et alors, donc, vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous en pensez de cette poignée? Parce qu'on n'a pas l'impression, mais c'est complètement révolutionnaire. C'est une innovation de rupture, quand même. C'est une innovation de rupture. Hein. Une innovation de rupture? Oui. Ça signifie quoi, Emmanuel, une innovation de rupture? La différence d'une innovation incrémentale, on n'est pas dans une petite évolution, on est vraiment dans un nouveau concept. Donc, c'est carrément une révolution, je pense, dans le monde de l'accélérateur, que ce soit sur une moto ou sur n'importe quel engin mécanique ou autre. Il peut y avoir tout un tas d'utilisations de ce système qui peut être aussi bien mécanique, électrique, pardon. Oui. Donc il n'y a pas beaucoup de limites d'utilisation sur ce système. C'est vrai que c'est ce qui a attiré notre attention aussi, c'est la large gamme d'applications et de fonctionnalités que peut avoir cette invention. On n'est pas uniquement sur une poignée de moto. On est sur tout type de véhicule, voire au-delà, à partir du moment où il y a un mécanisme à poignée. Oui, c'est ça, hein, Frédéric. Cette poignée, comme vous disiez, le vélo, la perceuse, n'importe quoi, l'important c'est le pouce, en fait, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est tout élément qu'on a besoin de tenir extrêmement fort, d'ailleurs avoir un empoignement extrêmement fort, et en même temps d'exercer une commande dessus. Donc ça peut être très bien, comme vous dites, une perceuse, une caméra, une débroussailleuse, on a la question. Un outillage, un jeu vidéo, quelque chose que vous avez besoin de tenir fort tout en exerçant une commande sans que la commande ne détériore votre empoignement. Voilà. Donc je vous dis, voilà, ça peut être une caméra, ça peut être énormément. Les marchés sont extrêmement vastes. Pour l'instant, on s'est focalisé sur le marché de l'accélérateur et on est en train aussi en même temps de travailler un peu sur les freins vélos. Mais ils sont tellement énormes que voilà, il faut faire les choses par étapes pour les faire correctement. Si je peux me permettre, en fait, on l'a vu aussi dans le reportage, un motard qui avait des a priori a mis montre en main 15 secondes pour réussir à prendre en main ce nouveau système. C'est très intuitif. Et c'est hyper intuitif, Sauf que le motard, il le dit. Sauf qu'à un moment donné, je continue, c'est un petit peu compliqué en fait d'imposer ce nouveau système de pilotage parce que ça fait 115 ans, très exactement, que les gens pilotent en tournant le poignet. Et ça, c'est une difficulté que vous rencontrez de réussir à convaincre les gens de l'efficacité de ce système. Alors, effectivement, c'est un problème, c'est-à-dire que c'est une innovation de rupture, comme on l'a dit. Donc les gens ont des modèles en tête et parce qu'ils fonctionnent et tout ça, et qu'il faut les amener à découvrir les véhicules. Et la problématique justement, ça a été qu'on est obligé d'avoir une gamme de véhicules parce que tant qu'on n'a pas fait essayer la poignée sur le véhicule, on s'est rendu compte que les gens en avaient une compréhension assez lointaine, assez vague. C'est pour ça qu'on a fait des vidéos aussi pour bien expliquer, alors que le système est extrêmement simple dans son principe, il est extrêmement simple, même s'il nous a fallu 4 ans pour développer. Pourquoi est-ce que dans le reportage, on voit quelqu'un qui dit « moi je le préfère sur un scooter que sur une moto ». Parce qu'il a pas essayé la moto. D'accord, il n'y a pas de... Bon.
Eh ben, il y a d'autres personnes qui ont des questions à vous poser. On va écouter la première, s'il vous plaît. Est-ce que ce système est déjà utilisé en Corse, où et par qui? Alors, est-ce qu'il est déjà utilisé en Corse? Il est développé en Corse, en tout cas, parce qu'il est développé grâce à l'aide de personnes comme Cyril, qui m'amène énormément de son savoir. On a pas mal de pilotes qui l'utilisent, qui nous ont aidés pour le développement, que ce soit David Ganac, que ce soit Jean-Pascal Cousin, que ce soit un certain nombre de personnes qui ont donné leur avis par rapport au développement. Et c'est extrêmement important, puisque moi, je viens d'avoir des pilotes de développement, c'est-à-dire des gens qui soient des référents, mais aussi qui puissent en tant qu'ingénieur, j'ai besoin d'avoir des informations précises pour savoir comment développer. Et c'est pas évident de trouver les bonnes personnes qui vont vous donner les bonnes informations pour pouvoir faire évoluer le produit. Et donc c'est clair que j'essaie dans la mesure du possible de m'appuyer sur les personnes en Corse et de faire que ce projet, ce ne soit pas mon projet, mais ce soit un peu le projet de beaucoup de gens, même si voilà, pour l'instant c'est le stade du départ, mais on essaie d'y impliquer énormément de gens. Une autre question de la rue, s'il vous plaît. Bonjour, faut-il faire une formation pour apprendre à piloter avec la gâchette? Donc, on va demander aux concessionnaires, est-ce qu'il faut une formation spéciale? Non, hein, c'est très intuitif. Non, aucune. Je pense qu'il faut y aller sans a priori. Et puis, ça vient très, très naturellement. Mais pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, que ce soit une moto, un scooter, n'importe quoi, la facilité d'utilisation est la même. Il n'y a aucun problème que ce soit monté sur une moto ou sur un scooter. C'est pareil, il n'y a pas de souci. Oui, ça me fait rire parce Frédéric est particulièrement pudique. On l'a évoqué déjà dans le reportage. Il a travaillé dans le milieu automobile, notamment dans les rallyes et la F1. Donc il a de sacrés arguments pour convaincre. Et c'est des éléments qu'il ne met mais jamais en avant. Et pourtant, je pense que ça pèserait dans la balance. Disons que c'est un milieu aussi où j'ai pas de réseau comme dans le sport automobile ou en F1 où j'avais déjà où j'ai fait ma carrière et donc j'ai pas de légitimité a priori dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça aussi que je m'appuie sur des gens comme Cyril, des spécialistes de la moto où ils peuvent des fois recadrer sur certains éléments en me disant voilà, et moi en tant qu'ingénieur amener le côté technique. Donc ça c'est aussi important. Maintenant, voilà, je veux dire, il faut faire la preuve, il faut chaque fois faire la preuve de ce qu'on sait faire et pas jouer sur des titres ou quoi que ce soit. Et il faut chaque fois redémontrer les choses. C'est long, c'est compliqué, ça oblige, comme j'ai dit, à avoir plein de véhicules sur lesquels on est obligé de faire essayer fonctionnellement le véhicule. Et c'est un avantage et un inconvénient d'un côté et un autre parce que avant que les gens l'aient essayé, ils sont extrêmement sceptiques sur le principe. Une fois qu'ils l'ont essayé, ils sont extrêmement enthousiastes. Mais entre les deux, il faut qu'on arrive à faire passer entre les deux. Pardon, excusez-moi. Il y avait juste une question, entre-temps, qui est arrivée par SMS. Y aurait-il des risques de tendinite? Alors justement, non. Alors il y a deux choses. C'est qu'on évite toutes les notions de tendinite au niveau du poignet, puisque le but de mon système, c'est que vous gardiez tout le temps le poignet droit, pour que les efforts passent par les os et non pas par les tendons. Alors, à la différence d'une moto, vous êtes obligé de plier votre poignet et vous êtes obligé de compenser l'effort que vous avez par les tendons. Donc, d'où beaucoup de problèmes de vrais motards qui sont opérés de ce genre de choses. Le problème de tendinite que vous pouvez avoir, c'est que si l'effort de ressort est trop dur, c'est-à-dire sur des motos où il est extrêmement dur, on est obligé, nous, de l'assouplir légèrement pour l'adapter à la puissance du pouce, qui n'est pas la même que la puissance du poignet. Comme je l'ai dit, le poignet est puissant, mais n'a même pas la même puissance. Donc s'il est mal adapté, s'il est monté avec un ressort trop dur, effectivement, l'utilisation ne sera pas optimum. Mais on a prévu dans chaque utilisation de monter avec les bons ressorts de rappel et des choses comme ça. La question du téléspectateur rejoint un petit peu la mienne. En fait, ce que je voulais que vous nous racontiez, c'est comment elle vous est venue, cette idée. C'est un constat que vous avez fait un petit peu par hasard. Un peu par hasard, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, je cherchais depuis un certain temps à monter ma société en Corse, à sortir du sport automobile et à monter ma société en Corse. Et je cherchais une idée de brevet. Et j'en avais déposé 2-3 que j'avais présenté. Et en fait, celui-là, c'est celui qui a été retenu. En fait, c'était sur un principe de jet ski qui faisait que je travaillais sur une idée. Et à un moment, je me suis rendu compte que le problème, c'était plus l'accélérateur qui me posait problème lors de l'utilisation que le reste. Et à la fin, j'ai eu cette idée qui est vraiment d'une simplicité, je veux dire, enfantine, je veux dire, qui est basée sur la fermeture naturelle de la main.
Donc je veux dire, voilà. Ce qu'il ne dit pas, c'est que lui-même a fait du jet ski et qu'il a eu une tendinite au bout de 3 jours. Ça part de là. Il dit pas tout, il nous dit voilà, pas tout. C'est-à-dire, voilà, on avait des problèmes et je me suis dit, voilà, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser la fermeture de la main. Et à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi à quel système pourrait s'adapter. Et après, j'ai passé 3 ans pour mettre au point un produit un peu abouti. Mais Cyril, j'écoute, mais moi je ne suis pas motard, hein, mais j'ai pas exactement compris comment, en termes de sécurité, il y avait plus de sécurité à accélérer ou freiner avec le pouce, plutôt que comme ça. Je n'arrive pas trop à saisir. Dites-moi. C'est simple. Lorsque vous conduisez une moto avec une poignée de type rotatif, je dirais, oui. Le moment où vous allez avoir la phase de décélération et de freinage, il va se passer un temps X, on va dire. Lorsque vous avez la poussée au pouce, je dirais, vous avez tout le temps vos 2 doigts qui sont en permanence sur le levier de frein. Donc la réaction que vous allez avoir... On les voit pas, vous remontez un petit peu peut-être, ça serait bien qu'on voit les doigts peut-être. La réaction que vous allez avoir entre le moment où vous allez desserrer de cette façon-là et prendre les freins, et la décélération de cette façon-là et prendre les freins, où vous avez vos 2 doigts qui sont toujours positionnés sur le levier, c'est clair que le temps est réduit de moitié. Donc automatiquement, en distance de freinage, ça va être réduit. Il faudrait calculer ça, mais ça va être d'autant plus efficace. C'est même une invention de santé publique, j'ai l'impression. Tout à fait, il y a une grosse part de sécurité. Après, il y a d'autres éléments dont on n'a pas parlé. On retrouve une symétrie de contrôle du guidon qu'on n'avait pas avant, qu'on ne se rendait pas, on se demande. Donc on retrouve on pouvait aussi bien forcer à gauche qu'à droite. Vous avez, et surtout, comme c'est le premier système convergent, c'est-à-dire que plus vous accélérez, plus vous fermez votre main, plus vous tenez. Paradoxalement, sur une moto, c'est un système convergent, excusez-moi, c'est un système divergent. C'est-à-dire plus vous accélérez, plus vous tordez votre poignet, moins vous pouvez vous tenir. Ce qui est dans l'absolu, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, et pourtant, les gens fonctionnent sur des poignets depuis 115 ans. Diane, je crois qu'il y a une question pratique. Je pensais à quelque chose et quelqu'un a envoyé justement une question plus économique encore comme question. Quel sera le prix lors de la commercialisation de cette gâchette ? Alors le prix, ça sera l'ensemble complet. Ça sera donc le système de gâchette, kit, mécanisme, avec les 2 poignées, aux alentours de 170 € TTC, prix public. 170 €, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, on a fait un positionnement justement pour que ça soit pas très cher. Après, il y aura des options suivant les gammes, suivant si on veut changer les couleurs. Il y aura pas mal de choses là-dessus, mais on a voulu pas faire un produit haut de gamme, mais pas trop haut de gamme non plus. Il y a quelqu'un de la rue qui n'est pas tout à fait convaincu. Regardez. Alors, la gâchette magique, je ne sais pas si elle sera aussi magique que ça, parce qu'à mon sens, elle va quand même modifier très largement les habitudes de conduite. Et je dirais les réflexes inculqués depuis le plus jeune âge, parce que dès qu'on a accès aux 2 roues, on a accès à la modalité classique de la poignée pivot. Alors, réformer aussi substantiellement cette habitude, moi je pense que ça ne va pas être sans danger. Carrément. Non, mais c'est normal. Je veux dire, c'est normal d'être sceptique et c'est normal sans l'avoir essayé, comme je vous dis, d'avoir ce scepticisme. Et la personne que vous avez vue sur le scooter tout à l'heure, qui l'a essayé, vous lui auriez posé la question 2 secondes avant de l'essayer, vous aurez certainement tenu le même type de propos. Quand il s'est pointé dans votre bureau, Velloutini, avec vous vous êtes dit, là, on tient l'invention du siècle, comment ça s'est passé, Emmanuel ? Alors déjà, il est venu me voir avec 2 projets, dont l'un a été abandonné ou mis de côté, parce que peut-être qu'il va ressurgir plus tard. Mais en tout cas, ce qui nous avait intéressé, nous, à l'incubateur, c'est ce projet-là, qui avait un plus gros potentiel. L'autre projet était plutôt un marché vraiment de niche sur les jet skis. Celui-là avait un plus gros potentiel, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, et il permet plusieurs applications. Et du coup, il y avait une vraie volonté de l'accompagner. Et je le rappelle pour vos téléspectateurs, mais je ne décide pas seul. Oui, nos téléspectateurs, effectivement. Je ne suis pas seul à décider de l'entrée ou non en incubation d'un projet. Je m'appuie sur un comité de sélection composé d'experts. Et effectivement, le comité a décelé chez Frédéric un vrai potentiel chez son projet, mais chez Frédéric aussi un vrai potentiel de créateur d'entreprise. Mais nous, on l'a en Corse, mais j'imagine qu'on a bien compris qu'on allait pouvoir le rajouter sur une moto qu'on achète déjà, mais j'imagine que la finalité de votre invention, c'est que les constructeurs, ils l'adaptent directement, non, Frédéric ? Clair, ouais. Tout à fait, la finalité... Alors, est-ce que vous êtes allé voir des Japonais pour leur dire, regardez, moi, d'Ajaccio, j'ai fait ça ?
Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, déjà, c'est des Japonais, c'est déjà pas de simple, c'est déjà des cultures un peu différentes. Il faut trouver les bons relais. C'est compliqué, donc il faut être clair que c'est compliqué, c'est une innovation de rupture, donc on change toute une industrie. Maintenant, on a de très très bons contacts directement au Japon avec Kawasaki et Honda. Qu'il faut qu'on finalise avec nos derniers prototypes, enfin voilà, avec les pièces qui vont sortir bientôt. On a des contacts avec Polaris aux États-Unis, avec Bombardier, avec KTM. Ça reste compliqué toujours parce que ces grosses entreprises, dans l'absolu, n'ont pas vocation à prendre des risques industriels aussi importants. Donc ce qui fait que nous, on va déjà lancer notre poignée au niveau deuxième monte et en même temps démontrer le potentiel par des études, ce qu'on appelle des études quali, des études qualitatives qui permettent de montrer avec des gens qui ont essayé, de dire voilà, les gens concrètement notent nos systèmes par rapport au système existant sur telle valeur et sur telle échelle. Et ça, par exemple, ça nous a permis de valider après 2 ans des essais qui vont être officialisés avec Peugeot Scooter. Ok. Voilà. Bon, de toute façon, il y a le générique, ça veut dire qu'on va se retrouver dans 5 minutes. Vous ne bougez pas, hein, on va pouvoir revenir un petit peu sur votre innovation. Une innovation vraiment intéressante, ça se fait chez nous. Merci à l'incubateur, enfin, bref, c'est super. Allez, on se retrouve dans 5 minutes, on continue de parler de tout ça.